Bienvenue à tous. Certainement que vous avez déjà entendu parler de la gouvernance forestière. Quand est-ce qu'il faut parler de cette question dans le domaine des forêts? Nous allons recevoir Jean-Marie Bolika, qui est coordonnateur du programme gouvernance forestière au sein du Fonds mondial pour la nature, pour en parler. Écran vert, le portrait. Il est d'une renommée internationale. Lui, c'est Jean-Marie Bolika Lokumbo, détenteur depuis janvier 2013 d'un master en gestion et droit de l'entreprise à l'Université de Liège, un titre précédé par une licence en novembre 2005 en sciences commerciales et financières et d'un titre de graduat en informatique de gestion en novembre 1995 à l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa, chef des projets de renforcement des capacités de la société civile environnementale du Fonds mondial pour la nature WWF-RDC de juillet 2011 à mars 2017. Jean-Marie Bolika est aussi formateur des formateurs, des acteurs de la société civile sur la gouvernance forestière, membre de la commission technique des négociations de l'accord des partenariats volontaires entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne en 2011. Enseignant à l'Institut supérieur de programmation et d'analyse ISIPA en sigle, cet acteur de la société civile fut aussi chargé du plaidoyer du réseau ressources naturelles à Kinshasa de 2009 à 2011, chef des projets gouvernance et transparence dans le secteur forestier avec l'appui des Global Witness. Parmi les recherches menées, l'on retient de lui celle axée sur la problématique de l'assainissement des fiscalités forestières en République démocratique du Congo. Monsieur Jean-Marie Bolika, bienvenue. Merci. Merci, un habitué du magazine Écran vert. La toute première question, quand est-ce qu'on parle de la gouvernance forestière? Oui, le concept lui-même, il est complexe. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va trouver l'unanimité par rapport à la définition. Mais je crois qu'il faut rester dans le contexte de la réforme ou de la loi forestière qui est mise en place. Mais vous prenez en compte les acteurs, les lois et les acteurs. Parce qu'on ne peut pas assurer une gouvernance forestière dans le contexte congolais sans tenir compte des parties prenantes. Donc il y a une loi qui a été mise en place en 2002, qui est le Code forestier. Et cette loi-là, dans ses articulations, dit que lorsqu'on veut prendre les grandes décisions, il faut impliquer les autres parties prenantes, qui sont les secteurs privés, la société civile et les communautés. Et l'État lui-même, l'administration forestière. C'est ça, en fait, le socle même de la gouvernance forestière. C'est-à-dire que les décisions que les autorités vont prendre doivent requérir aussi les opinions ou les recommandations des autres parties prenantes. Maintenant, dans le contexte du programme que moi j'anime, il faut voir l'accompagnement que le Fonds mondial pour la nature a fait pour que le gouvernement congolais, dans le cadre de la réforme de 2002, qui a mis en place la nouvelle législation forestière, le Code forestier, comment l'accompagner pour que la loi et les mesures d'application soient réellement appliquées par l'État et les autres parties prenantes. Donc ça, c'est l'effort que nous, en tant que partenaires du gouvernement, nous avons essayé de faire pour accompagner le gouvernement. Mais ce n'est pas la gouvernance, améliorer la gouvernance, c'est vague. Ça prend plusieurs dimensions. Cette amélioration, c'est l'État lui-même qui a mis en place les mécanismes. Les mécanismes partent de la loi, comme je l'ai dit, et les textes d'application. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les mécanismes mis en place par l'État permettent aujourd'hui de parler de la gouvernance dans le secteur forestier? Oui, il y a des prérequis. On peut parler de la gouvernance forestière au Congo, parce qu'il y a une loi, il y a des mesures d'application. Il y a les parties prenantes qui sont impliquées dans tous les processus. Oui, il n'y a pas un secteur au Congo. Les lois existent, mais en termes d'application. Laissez-moi terminer. Il n'y a pas un secteur au Congo où vous voyez la société civile s'impliquer du début jusqu'à la fin de chaque processus. À ces moments-là, on peut dire effectivement que nous avons on peut réellement parler de la gouvernance forestière. Mais il n'y a pas, les défis ne manquent pas. Il y a des défis à relever. C'est entre autres l'application de la loi. Ça ne veut pas dire parce que vous êtes avec quelqu'un, vous marchez ensemble qu'il n'y a pas de problème. Et parmi ces défis? Bon, parmi ces défis, c'est d'abord l'application de la loi. L'environnement.
l'environnement sur lequel on doit asseoir cette gouvernance. Est-ce que l'État a les moyens nécessaires pour assurer sa gouvernance? Pour parler des moyens, il faut parler du personnel de l'État, c'est-à-dire les agents de l'État. Ils ont des capacités pour assurer la gouvernance. Ils ont des moyens pour assurer la gouvernance. Ils sont motivés pour assurer la gouvernance. Quel est le contexte sur lequel cette gouvernance est assise? Est-ce que les décisions que les autorités prennent au niveau national, comment s'appliquent-elles au niveau provincial, local et décentralisé? Quel est le regard des acteurs, des autres acteurs, à part l'État lui-même qui prend des décisions? Est-ce que quand l'État prend des décisions, bien sûr il consulte, est-ce qu'il tient compte des recommandations des autres parties prenantes? Lorsque la société civile dit que non, il y a 9 concessions qui n'ont pas été... qui a un regard sur les 9 concessions. Et que la société civile fait des recommandations. Est-ce que les recommandations de la société civile sont suivies par l'État? Ça, c'est un aspect. Il y a trop de priorités, il y a trop d'urgence aussi au niveau du pays. Et parmi ces priorités, c'est d'abord la question sécuritaire. Pensez non, il ne faut pas parler de la question de l'amélioration de la gouvernance, ce n'est pas quelque chose d'urgence. Ça, ce sont des questions structurelles qui demandent à ce que l'État mette en place un processus pour réformer le secteur. Après avoir résolu la question sécuritaire. Oui, ce n'est pas des histoires d'urgence comme une épidémie, non. Ça, c'est des questions qui sont purement structurelles. Et qui peut prendre combien de temps? Non, écoutez, la planification, on peut la planifier en combien de temps? À court terme, à moyen terme et à long terme. Donc, on est parti de 2002 avec la réforme. Nous projetons 2020, 18 ans après. Où sommes-nous? On a une loi. On a fait l'état des lieux du secteur avec la revue légale. On a produit plus de 50 mesures d'application. On a résilié les titres forestiers. On a converti des titres en concessions forestières. Et même après la conversion, d'autres titres ont été rétrocédés encore à l'État. Parce que simplement, c'est à cause du contexte, où selon certains opérateurs n'ont pas respecté les critères ou les termes. Et après, l'État réattribue les mêmes titres aux tierces. Alors qu'il y a une interdiction de réattribution. Tout ça, ça fait partie de la gouvernance. L'application de la réglementation. Comment s'applique la réglementation? Les plus de 50 mesures dont je venais de vous parler. Comment s'applique-t-elle? Est-ce que les gouverneurs de province ont la même vision que le gouvernement central par rapport au secteur forestier? Qu'est-ce que vous conseillez? Il faut aller de la base vers les sommets ou du sommet vers la base? Non, attends. Nous sommes, la RDC est déjà dans l'étape de la décentralisation. Et les compétences sont clairement réparties entre le pouvoir central, la province et les ETD. N'est-ce pas? Et le secteur forêt fait partie des secteurs ciblés aussi par la décentralisation. Il y a des mesures qui doivent être prises au niveau provincial et d'autres au niveau national par les gouverneurs et les ministres de tutelle. Alors, comment ces mesures-là, comment les deux autorités se consultent? Comment les assemblées provinciales créent des études pour appliquer la loi forestière? Est-ce qu'il y a une concordance? Alors que quelque part, les provinces disent oui, l'arrêté du ministre national a une primauté sur les mesures provinciales, mais nous on ne se retrouve pas. Si nous ne nous retrouvons pas, il y a moyen de continuer l'arrêté. Ça, c'est des cris du cœur qui viennent des provinces. Est-ce que lorsque vous mettez en place des lois, des mesures d'application ici, quelle est la chaîne de transmission? Ça se passe comment? Combien de temps un arrêté qui est signé par le pouvoir central atteint la province? Qu'est-ce que la province doit faire? Et comment la province s'y prend? Vous savez que le code a été élaboré ou publié en 2002. Mais il y a des coins de la RDC qui disent qu'ils n'ont jamais vu le code forestier. Mais là aussi, encore un autre problème. Fallait-il commencer par le code? Il fallait commencer d'abord par l'élaboration d'une politique nationale forestière. C'est par là qu'il fallait commencer. Nous sortons, ne confondons pas les étapes. Nous sortons du conflit armé
de 97. Nous arrivons en 2002, il fallait faire la rupture avec la loi de 1949, héritée de la colonisation. Et si on commençait par l'élaboration d'une politique, ça ne constituerait pas une rupture? Maintenant, nous connaissons les faiblesses du code actuel, nous pouvons commencer par la politique. Il fallait-il... Mais en 2002, le contexte n'a pas permis à ce qu'on puisse élaborer la politique. Ça n'a pas permis. Mais il y avait un agenda prioritaire qui était élaboré, qui était en fait une politique. Parce qu'il y avait des étapes, il y avait des axes au niveau de l'agenda prioritaire, qui était aussi une politique. Maintenant qu'il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de gens qui réclament, qui contrôlent tout un territoire, ou un deux tiers ou un quart du territoire congolais. Il faut s'asseoir pour une politique. Et déjà, il y a déjà des réflexions qui sont en avance. Mais ce n'est pas quand même une élaboration qui intervient sans retard, 18 ans après. Non, il n'y a pas de retard par rapport à quoi? Il n'y a pas de retard. Hein? Il n'y a pas de retard. Le contexte de 2011 où on a commencé à discuter sur une politique forestière n'a pas permis à ce que nous puissions avoir la politique. Il y avait une partie prenante qui s'est opposée. Le ministre de l'époque, M. Bavon Sapoutou, disait que oui, vous venez de m'amener un document qui semble être une politique forestière. Quelle a été comment vous vous êtes pris pour consulter les autres parties prenantes et les communautés? Il a conclu que la consultation n'était pas suffisante. On a mis le document dans la poubelle. Maintenant, à la veille des élections, il y a eu un groupe qui voulait qu'on révise les codes forestiers. Et d'autres se sont opposés. Mais comme la révision, c'est une prérogative de l'État, parce que c'est l'État qui doit refuser, ce n'est pas la société civile. Mais la société civile a émis des points pour dire c'est trop tôt. On ne peut pas, dans le contexte actuel, partir du code. Il faut partir de la politique. Et au jour d'aujourd'hui, il y a déjà des réflexions qui sont avancées par rapport à la politique forestière. Allez au niveau de la Direction générale des forêts des GFOR, vous allez trouver, il y a tout un comité qui réfléchit, qui vous demande vous aussi, les médias et les différents acteurs qui travaillent avec le gouvernement, d'apporter leur désiderata. C'est le moment. Alors c'est le moment aussi de prendre l'éco-créativité. On se retrouve juste après. Nous vous amenons au port de Kinkole et voir un peu comment ça se passe. Éco-créativité. La criminalité forestière, une pratique qui s'est bien frayé du chemin dans le port. À Kinkole, le scandale est loin de dire son dernier mot. Ebele bafuta taxe, ba suspect, bafuta kana bango te, mais les taxes lelo ezali na ndenge mususu. Il y a des taxes oyo bozoloba moto afuti hein normal, mais mususu aye bino moko na ba service na bino. Vous n'avez pas des agents à ce point où Penza Bazali bien renumérés. Puis c'est ce qu'on l'a canalisé mbongo ya l'État. Faut moto azo kene ko canaliser ngoaza la bien. Ba tracasserie ezali alors ko kende à partir même ya niveau ya ba province. Kuna tozana to okofuta taxi na yo. Mikanda oyo ya environnement au foutu bien. Mais na ba niveau ya ba province ezali susu na bato moko. Pour bimisa babiloko kuna babenga ngo évacuation taxe provinciale ozomona tango tozozwa bambongo wana toza komi retrouver te na kati ya ba service oyo ya l'État o botieli biso toza na 17 services oyo eza ko contrôler mosala ya green na kati ya mai kuna tokokuta botiela biso ba marais bazali bazo senga nzete mbongo ya nzete okokuta DGM okokuta police fluviale, okokuta j'ignore encore autre service. Bazaso ki 4. To lubona mokili, tozana 5 services oeza avant o lubola morceau ya nzete ya 10 mètres. Eza ko contrôler ango 17 services. Na kati ya service wana, tokokuta sécurité, azana 5 services na incline na kati. Totiki wana oyekokuta tokokuta DGM, police fluviale, anti-fraude,
marin na kati lisusu toye kokuta 5e service c'est quoi en air baza na kati droit l'état eleki ke tozo bénéficier te ateloko moko te o basata document moko ezalaka te eza kaka pampa ofuti okebe ofuti ozongi bofuti eza na ngata na resi moko te. Nous venons du port, vous avez été au port, vous avez vu à quoi renvoie l'exploitation du bois dans ce coin de la capitale. Vous êtes coordonnateur du programme gouvernance forestière au sein du Fonds mondial pour la nature. Qu'est-ce que ça vous donne comme idée? Moi, je pense qu'il faut plutôt dire que le gouvernement est allé à Kinkole. Moi, je pense que c'est encore mieux. Parce que moi, je suis le partenaire du gouvernement. Je peux dire des choses que certaines d'autres personnes aussi peuvent contester. Le ministre est allé constater que c'est un autre pays, c'est un autre monde. Ce qu'il a vécu à Kinkole. Mais Kinkole, ça a une trentaine, cinquantaine de kilomètres de Kinshasa. Si à Kinkole, il y a une criminalité de cette hauteur, a fortiori à l'intérieur du pays. À Kilwaka Senga, où on parle des Chinois qui continuent à couper les bois rouges. À Bafouassène de Banalia, en Ituri là-bas vers Kassindi, où au niveau de Kisangani, il y a des conteneurs qui partent. On vous dit non, c'est du Wenge ou c'est du Uroko, alors que c'est de la Formosia. Ça, c'est des choses qui se passent au Congo. Où vous verrez qu'il y a l'implication au-delà des agents de l'État, mais aussi des hauts gradés de l'armée qui sont impliqués. Et c'est pour cette raison que j'emprunte le terme, le concept utilisé par le ministre, il a parlé de criminalité. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des individus qui n'ont pas de couverture puissent amener plus de 500 000 grimes de Badaka, de Lissala, de Bouende jusqu'à Kinshasa sans être inquiétés. Et qui passent sans être inquiétés sur toutes les barrières d'ailleurs. Bon, mais nous constatons l'arrivée ici. Mais il y a l'État à chaque étape. L'État est présent partout. Mais le problème est qu'il y a un problème sérieux qu'il faut régler. Un problème structurel, ce n'est pas un problème ponctuel, c'est un problème structurel qui se passe au niveau de notre pays où nous voyons déjà les étincelles au niveau de Kinshasa, mais le problème se passe au niveau des provinces. Et par rapport à tout ce qui se passe, on pourra s'appuyer sur les conseils consultatifs provinciaux des forêts? Bien sûr, si la question est inscrite à l'ordre du jour d'un conseil, ou par exemple le conseil consultatif de la Chopo constate qu'il y a des bois qui sortent, que la province ne perçoit pas les taxes ou les redevances de superficie et qu'il veut voir clair. C'est de sa responsabilité. Et vous aviez entendu quand nous étions avec toi, vous étiez avec vous à Kisangani. Le gouverneur avait dit que pour lui, la mise en place d'un conseil consultatif, c'est une opportunité pour que la province de la Chopo puisse mobiliser des ressources à travers les recommandations que le conseil va lui adresser. Donc là, on peut comprendre qu'on peut compter sur le conseil consultatif provincial des forêts. Mais est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que ça a donné juste après leur installation, comment ça a continué à fonctionner, qu'est-ce que ça a donné comme résultat, où est-ce que ça a piétiné, où est-ce que ça a très bien marché? Bon, les conseils ont été mis en place dans 5 provinces, dans la Chopo, la Chuapa, la Mongala, le Maïndombe et l'Équateur. Il y a eu des assemblées qui ont été tenues, il y a eu des réunions. Je reçois même aujourd'hui des appels des présidents des conseils consultatifs, donc des PROSEC, des provinces qui demandent à ce qu'on puisse les appuyer. Mais nous sommes aujourd'hui au terme du programme gouvernance forestière. Nous ne saurons pas les appuyer. Mais il y a des conseils qui ont profité de cet élan des partenaires pour continuer à fonctionner. C'est le cas par exemple le conseil de Maïndombe qui aujourd'hui bénéficie de l'appui de Pirate Maïndombe. Et le conseil de Mbandaka aussi qui reçoit aussi l'appui d'autres partenaires. Ainsi de suite. La Mongala aussi est allée frapper à la porte de Nabel pour qu'elle puisse tirer aussi avantage par rapport à ça et que ça fonctionne. Donc, et puis la loi ne dit pas que c'est nous qui devons appuyer les conseils.
les conseils doivent émarger dans les budgets provinciaux. Nous donnons des appuis ponctuels. Ce sont les provinces qui doivent, les budgets, les jetons de présence, la tenue des réunions de conseil doivent émerger dans les budgets des conseils des provinces. C'est ça la réalité. Maintenant, vous me posez la question, est-ce que ça fonctionne? Oui, les conseils continuent à fonctionner parce que les conseils ont même réussi à examiner un grand nombre de demandes de forêts communautaires, à examiner certains conflits qui opposaient des communautés et les entreprises forestières, où ils ont même réussi à examiner des conflits entre deux provinces distinctes. Le cas du parc de la Lomami, où le conseil consultatif de la Chopo a examiné cette question qui est en train de créer des problèmes entre la Chopo et la province de Maniema. Ça, ce sont des questions qui ont été mises sur la table. Maintenant, c'est la responsabilité de l'autorité provinciale à prendre des décisions, y compris les assemblées provinciales. Nous parlons des grandes réalisations du programme gouvernance forestière au sein du Fonds mondial pour la nature. On va vivre ensemble comment se passe ou comment s'installe un conseil consultatif provincial des forêts. Riche répertoire de la diversité d'essences, dont 25 les plus prisés, au nombre desquels l'Afromosia, le Sipali, l'acajou, l'Irico et autres. À ceux-ci se joignent plusieurs espèces fauniques telles que les bonobos, le paon congolais, l'éléphant, la liste n'est pas exhaustive. Sur cette portion de terre, 3 202 068 hectares de sa superficie forestière est destinée à l'exploitation industrielle. Et sur un total de 16 concessions, 8 sociétés forestières industrielles sont opérationnelles actuellement. Une démonstration de force pour l'Équateur qui se voit au centre des intérêts climatiques. Il était plus que temps d'asseoir une gouvernance forestière dans ce secteur en vue de garantir une gestion rationnelle de ces ressources forestières, garantie qui trouve un soubassement dans l'appui du programme gouvernance forestière du Fonds mondial pour la nature qui a séjourné dans cette entité provinciale avec comme objectif principal appuyer l'installation du Conseil consultatif provincial des forêts, une plateforme multi-acteurs, technique avec comme mission principale accompagner le gouverneur dans la prise des décisions relatives à la gestion des forêts. Pour mettre tout le monde au même diapason de la compréhension, les participants ont débuté le processus d'installation par des séances de remise à niveau. Plusieurs thématiques, avec comme dénominateur commun la gouvernance forestière, ont été développées en prélude de l'ouverture officielle des assises. Un coup d'accélérateur pour la gouvernance forestière donné par le Fonds mondial pour la nature à travers son programme gouvernance forestière qui joint la politique écologique qu'a toujours prôné l'exécutif provincial. La province de l'Équateur a prôné par ma voix l'économie verte, c'est-à-dire que le développement de la province est tributaire primordialement de l'exploitation de ses forêts. On peut dire que vous êtes fiers de vos résultats aujourd'hui? Bien sûr. On doit être fier de ce qu'on a produit comme résultat dans un contexte aussi difficile que la RDC, où le déplacement pose problème. Un pays semi-enclavé. L'enclavement, l'inaccessibilité de certains coins. Tu te rappelles bien qu'on a fait avec toi l'Issala, mais on est passé par Guémena. À moto. Oui, on a fait 300 km par moto. Et dans quelles circonstances, vous connaissez très bien. S'il n'y a pas une volonté, un engagement, on peut pas. Ce n'est pas des raisons qui manquent pour dire que non, on ne peut pas aller là-bas parce que ça ne va pas, parce qu'il y a telle ou telle raison. Mais on s'est engagé à aller là-bas parce qu'il y a un engagement, il y a une volonté d'apporter notre expérience, nos capacités à ces provinces-là qui sont les nôtres,
qui sont les provinces de la RDC. Et nous, en tant que Congolais, si nous connaissons quelque chose, la moindre des choses que nous devons faire, c'est d'apporter notre expertise. Alors, votre engagement se signale également dans le suivi de la mise en œuvre des accords, des clauses sociales. Vous avez parlé des conflits à un certain moment ici où les conseils consultatifs provinciaux des forêts est arrivé à décanter une situation. Et qu'est-ce que ça a donné en termes de résultats? Nous avons accompagné les entreprises et les communautés dans les 5 provinces. Et nous avons, dans nos calculs, atteint un chiffre brut de plus de 5 millions de dollars en termes de fonds de développement local. Et si nos calculs ne nous trompent, si ma mémoire est bonne, nous sommes aujourd'hui à 2 500 000 équivalents de fonds versés par les entreprises pour la réalisation des projets socio-économiques dans les 5 provinces. Donc, qui comprennent plus d'une centaine d'écoles, une cinquantaine de centres de santé, des kilomètres de routes, des marchés, des facilités de transport, ainsi de suite. Et la mise en place d'un site web pour la société civile? Oui, nous avons dit qu'il ne faudrait pas que le travail que nous faisons soit mis aux oubliettes parce que le projet prend fin. Il fallait donner l'occasion à la société civile congolaise à travers un espace dédié pour qu'elle interagisse, puisse interagir avec les autres, elle puisse relayer le travail qu'elle est en train de faire, un travail noble, et aussi que ces informations-là puissent profiter à d'autres. Parce que, écoutez, aujourd'hui nous sommes dans un contexte où on dit que nous sommes, c'est un monde planétaire. Donc vous n'allez pas demander à quelqu'un qui est à Oslo ou bien à Texas de venir ici, mais en moindre clic, si vous avez posté un rapport de mission ou une expérience, une vidéo d'1 minute, ça permet à ce que les gens sachent qu'est-ce que vous avez fait et ça peut les inspirer. On peut, le monde scientifique peut récupérer pour faire des recherches, des thèses de doctorat, des travaux de fin d'études, ainsi de suite, des expériences à partager. Alors, dans votre actif, l'on retient aussi votre rapport relatif à la loi sur les populations autochtones pygmées qui sera bien entendu adopté au niveau de l'Assemblée nationale, sauf changement, certainement l'année prochaine, et aussi la certification de 2 concessions forestières, IFCO et CCF, de plus ou moins 500 hectares. Oui, il faut dire que la loi sur les peuples autochtones ne date pas d'aujourd'hui. Oui. Cette loi-là, les discussions ont commencé depuis 2010, lorsque nous avons appuyé la mise en place du REPALEF. Et la mission du réseau des peuples autochtones, le REPALEF, était parmi ces missions aussi de faire en sorte qu'il y ait un instrument juridique qui leur permette de défendre leurs droits. Et cet instrument-là, à part les instruments juridiques internationaux qui ne sont pas encore ratifiés, notamment la Convention 169 et les autres, il y a cette loi-là. Il y a cette loi-là qui a été élaborée, où les discussions ont commencé depuis 2010. Et aujourd'hui... Lui était le présentateur politique. Lui était le présentateur, les contextes. Aujourd'hui, félicitations à nos élus et à mon estimé honorable Ribert Achidi, qui est un collègue à qui on a travaillé ensemble dans la société civile et qui a porté cette loi. Félicitations à l'honorable professeur Lapika qui a commencé le travail à la session législative passée. Et aujourd'hui, la loi a été discutée au niveau de l'Assemblée nationale, qui est une bonne chose. Et dans cette loi-là, il y a aujourd'hui des éléments clairs par rapport à la gratuité de l'enseignement pour les peuples autochtones, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation et l'accès à la terre, la reconnaissance des terres autochtones, et ainsi de suite. Hein? Donc il y a beaucoup d'avantages. Et la RDC devient le 2e pays après la RCA qui a une loi spécifique sur les peuples autochtones. Le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville, pardon. La RCA, c'est plutôt la Convention 169. Donc, c'est une fierté au niveau du bassin du Congo pour la RDC. Et il faut soutenir les élus que nous avons pour qu'on aille plus loin. Je pense que demain, le débat sera plutôt le plaidoyer pour la ratification de la Convention 169. Alors, l'avantage, c'est aussi l'apprentissage. On va prendre le concept et on se retrouve juste après. Concept vert. El Niño est un courant marin chaud qui se forme près de l'équateur, est de l'océan Pacifique, et juste après Noël,
parce que le temps est très chaud pendant cette période de l'année. D'où le nom de El Nino, qui veut dire en fait « enfant Jésus ». Et parlons de la certification forestière, nous avons quand même besoin d'avoir aussi des précisions par rapport aux deux concessions forestières, IFCO et CFT de plus ou moins 500 hectares. Bon, il faut comprendre que la certification forestière, c'est un processus de longue haleine. Et il y a longtemps que il y a eu un grand débat au niveau de la RDC où il n'y a pas d'entreprise certifiée. Et alors qu'au Gabon, au Cameroun, il y en a plusieurs. Et quel est le problème? C'est aussi l'environnement, le contexte qui n'a pas aussi permis à ce que les concessionnaires forestiers congolais, il y a eu des tentatives. Et Siforco avait aussi un certificat de légalité, Sodefort avait un certificat de légalité, mais qui était retiré par rapport au contexte. Et aujourd'hui, CFT et IFCO se sont battus à travers un travail de longue haleine. Parce que avoir un certificat, c'est des audits de plusieurs années et plusieurs fois. Mais pour sortir, vraiment franchir toutes ces étapes-là, c'est vraiment compliqué. Et nous avions travaillé avec ces entreprises, surtout spécialement sur les questions des aspects sociaux, par rapport aux clauses sociales et aussi par rapport à la gestion des conflits. Parce que rappelez-vous, il y a eu un grand conflit entre les Bangba au niveau de Bafouassende et Banalia, des communautés qui s'opposaient par rapport, qui se disputaient l'espace, disant non, cette forêt ne nous appartient pas, vous avez migré, cette forêt appartient à telle ou telle communauté. Et à travers cet appui, nous avions, avec les fonds du projet gouvernance forestière, nous avions accompagné l'administration forestière qui a délégué des équipes pour discuter avec les communautés afin qu'on puisse allumer le calumet de la paix et puis on puisse aller vers les négociations. Et ces négociations ont abouti jusqu'à signer des accords. Et aujourd'hui, ces entreprises-là, spécialement IFCO, il a obtenu son certificat. Donc c'est un effort louable. Aujourd'hui, les deux entreprises aussi ont pris encore des engagements volontaires par rapport à la gestion de la faune dans leur concession. Ils ont signé un engagement volontaire sous le leadership de VVF pour que, aucune fois, que ce soit dans leur bateau, dans leur véhicule, on ne peut transporter la viande de brousse, des animaux pour protéger, favoriser le braconnage dans leurs concessions. Ça, c'est des exemples à suivre. Je pense que d'autres entreprises vont faire la même l'année prochaine. Vous êtes un défenseur de premier plan lorsqu'on parle de cette question de gouvernance forestière en République démocratique du Congo. Nous sommes à la fin de l'année 2020. Comment vous définissez l'année prochaine, donc c'est-à-dire l'année 2021? L'année 2021, bon, moi je dirais que c'est une bonne année, hein, une très bonne année, parce que je suppose, non, je ne suppose pas, je suis convaincu que la RDC, elle est en train déjà de négocier la deuxième phase de financement RAID, qui est déjà une bonne chose. Il y a déjà des financements acquis pour un certain nombre de périodes à travers le pays, qui est une bonne chose. Et que l'État congolais, avec la nouvelle vision, j'étais quand même très intéressé quand j'ai suivi le président de la République. Dans son discours, il a fait allusion à la réforme du secteur forêt à travers la révision du code forestier. Ça veut dire que ce que nous disons, ce que nous sommes en train de faire, les autorités écoutent et ils prennent note que le moment venu, ils vont s'appliquer. Maintenant, il faut que nous puissions continuer à frapper. Monsieur Jean-Marie Bolika, nous disons merci d'avoir disponibilisé de votre temps pour échanger avec nous. Nous savons que vous êtes le tout dernier invité de cette année 2020 pour le compte du magazine Écran Vert. Nous allons nous séparer par un petit carnet que je vais vous remettre. Un petit carnet qui nous permettra de partager votre idée pour la planète, qui est une contribution bien entendu. On l'a souligné, vous êtes un défenseur de premier rang de la gouvernance forestière en RDC. Merci. Mon idée pour la planète.